vraiment content d'être ici à Vancouver, puis enfin de pouvoir m'exprimer dans ma langue maternelle pour parler de ce qui me passionne dans la vie. Moi, en fait, petite anecdote, je le répète, mais c'est ma première fois à l'extérieur du Québec, dans le Canada anglais, donc on dirait que je suis dans un pays nouveau. Mais bon, ça sera un sujet de discussion pour une autre fois. Donc, qui suis-je? Donc, je suis étudiant postdoc, chercheur postdoctoral. Dans le fond, j'ai deux superviseurs, Marilyn Gagné à l'Université de Curtin en Australie, puis Philippe Dubreuil, qui était censé être ici, mais qui est nouvellement papa depuis 2 semaines environ, alors qu'il n'est pas ici. Puis j'étais l'étudiant de doctorat de Jacques Forêt à l'UQAM. Donc vous allez voir qu'il y a un peu de Jacques, un peu de Philippe, un peu de moi dans ce que je vais expliquer. Un peu de Marilyn aussi parce que je m'intéresse beaucoup à la motivation des équipes et la motivation au travail. Je suis filmé, alors je suis presque psychologue. J'ai terminé tout ce qu'il fallait pour être membre de l'ordre, mais je ne suis pas encore membre de l'ordre, donc je vais faire attention à ce que je dis. Mais oui, je suis un futur psychologue industriel et ma spécialisation, c'est le développement organisationnel. Je suis également enseignant à HEC Montréal depuis 3 ans et demi environ. Donc, vous pouvez deviner c'est quoi j'aspire à faire plus tard dans la vie. Donc, je ne vais pas encore aller en Australie. J'y vais le 15 septembre. Je pars pour 3 mois. Très, très hâte. Petite crainte. J'ai un peu peur de tout ce que 8 pattes et peut me tuer. Mais je vais travailler sur mon anxiété. Oui, pleine conscience, absolument. On fait des liens, j'aime ça. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui, en fait, mes études de thèse, ce que j'ai fait dans les 2 dernières années, puis ce qui m'attend pour moi au niveau de la recherche dans la prochaine année, ou du moins jusqu'à Noël, et après, bon, il y aura d'autres projets qui s'en suivront, mais qui ne sont pas encore officialisés, donc je me garde une petite gêne là-dessus. Puis, j'ai réservé un petit peu plus de temps vers la fin parce que vu qu'il y a tellement de cerveaux qui roulent ici, puis des gens qui baignent dans le milieu de la recherche. D'ailleurs, à main levée, qui est purement académique ici, dans la salle, juste pour que j'ai une idée? Purement professeur, chercheur, des gens vraiment du milieu académique. OK, parfait. Puis des gens plus praticiens. Bon, ben parfait. Donc, vous allez voir dans ma présentation, ouais, 2 mains. Vous allez voir dans ma présentation, là, il y a beaucoup de contenu assez académique. Je vais essayer de le vulgariser, mais c'est surtout de la recherche appliquée que j'étudie, donc des interventions qui émergent du milieu pratique. Donc, avant d'aller dans la présentation là, des interventions numériques qui sont inspirées et qui reposent sur la psychologie positive, j'aimerais prendre un petit moment pour parler d'une première étude de thèse que j'ai rédigée avec Jacques sur le lien entre l'utilisation des forces, donc la psychologie positive, la correction des déficits et la théorie de l'autodétermination. Quand j'ai commencé mes études de thèse, j'ai réalisé qu'il y avait très peu d'écrits sur l'association entre l'approche par les forces et la théorie de l'autodétermination. C'est ce qui m'a un peu surpris. Il y en avait quelques-unes, plus dans le contexte clinique, mais il y en avait très peu dans le domaine du travail. En fait, il y en avait une de Cogne et O 2015, je crois, et c'est tout. Je me souviens du titre, ça veut dire qu'elle m'avait frappé. Donc, dans cette étude-ci, en fait, je m'intéressais à savoir, parce que l'approche par les forces, vous savez, depuis plus de 20 ans, on sait que ça a des bienfaits sur les employés au niveau du bien-être, au niveau de l'engagement, au niveau de la performance au travail, de la performance contextuelle. Donc, on sait que ça fonctionne, mais on sait un petit peu moins comment que ça fonctionne, quels sont les mécanismes explicatifs en cause. Alors, le cadre théorique des études que je vais vous présenter par la suite repose sur la théorie de l'autodétermination. Donc, dans cette étude, on a remarqué que l'utilisation des forces, quand on les compare à la correction des déficits, on observe en fait qu'il y a une augmentation, une association positive avec la satisfaction des besoins psychologiques au travail, compétences, autonomie, affiliation sociale, et ce qui semble après, quand on met ça dans des équations structurelles, augmenter la motivation autonome, plus de plaisir, plus de sens au travail, et également de réduire la frustration des besoins psychologiques.
Résultat intéressant aussi, on a vu que les comportements qui visent à corriger les déficits au travail, donc DCB, Deficit Correction Behavior, est associé positivement avec la frustration des besoins psychologiques, ce qui va un peu à contresens de ce qui est largement répandu en organisation. Parce qu'en organisation, souvent, bien les entreprises vont faire la promotion d'une culture axée vers les forces, mais quand on regarde plus en particulier les outils qui sont déployés, puis qu'est-ce qui est vraiment mis en pratique, moi j'ai fait mes stages pendant près d'1 an et demi dans le secteur bancaire. Je suis resté dans la même entreprise, mais j'ai eu la chance de faire partie de tables de consultation, de balisage, le mot français pour dire benchmark, avec d'autres acteurs du milieu. J'étais dans une équipe qui s'occupait de la gestion de la performance des personnes et la plupart des outils, quand on parle de gérer la performance des personnes, on regarde principalement ce qui ne va pas bien. Mais dans cette étude-là, on voit que miser sur les forces, ça semble être plus avantageux pour les entreprises, du moins pour la motivation des personnes. Ici, c'est la même chose. POSSU, en fait, c'est le Perceived Organizational Support pour l'utilisation des forces. Donc, à quel point que les employés perçoivent que leur organisation met en place des pratiques pour les aider, les soutenir à utiliser leurs forces. On remarque les mêmes patterns, les mêmes patrons d'association ici. Alors, tout ça pour dire que l'approche par les forces, on connaît les bienfaits, habituellement performance, bien-être qui est largement documenté dans le milieu du travail. Et maintenant, grâce à cette étude, on sait que la théorie de l'autodétermination est un cadre conceptuel approprié pour soutenir les études futures qui regarderont les interventions par les forces et ces bienfaits qui peuvent en découler. Maintenant, si je peux me permettre de vous accompagner, de vous résumer un peu mon schéma de pensée quand j'étudiais ces éléments-là dans les 2 dernières années. Premièrement, j'ai vu largement que l'approche par les forces avait des bienfaits et ça, c'était largement documenté. J'ai assisté à plusieurs conférences au cours des 2 dernières journées qui m'ont vraiment confirmé tout ça et j'ai pas besoin d'en faire un argumentaire très large. Mais en fait, ce qui m'avait surtout frappé, c'est que l'approche par les forces, une critique qui lui est souvent, je dirais, adressée en organisation, si je me concentre sur le milieu organisationnel, c'est qu'on sait que ça fonctionne, mais ça fonctionne pour des participants dans une intervention. Ça veut dire que pour que ça fonctionne, ça nécessite plusieurs ressources. Des ressources qui sont matérielles, humaines, économiques, des ressources de temps aussi. Habituellement, pour mettre en place une approche par les forces, il faut un formateur. Habituellement, le formateur n'a pas eu sa formation en 2 jours. Habituellement, c'est un spécialiste de la psychologie positive, un psychologue, quelqu'un qui connaît bien aussi l'approche, donc quelqu'un aussi qui charge des honoraires de travail. Ça va nécessiter des outils. On sait que le Values in Action est gratuit, mais il y a d'autres outils aussi qui sont payants et qui sont largement utilisés en entreprise. Donc, temps, argent, ressources, et c'est souvent une limite qui peut être adressée, c'est que ça fonctionne, mais pour un échantillon qui va être limité. Moi, j'étais dans une organisation qui avait 50 000 employés. Donc, c'est difficile d'aller rejoindre ces 50 000 employés-là, surtout en plus que depuis les 3 dernières années, on le sait, tout le monde est en télétravail. Moi, j'étais en télétravail 4 jours semaine. Selon Statistique Canada, il y a à peu près 85% des milieux professionnels au Canada qui pourraient être complètement réalisés à distance si c'était nécessaire. Au Québec, l'Ordre des CRHA nous informe que 4 travailleurs sur 10 travailleraient uniquement de la maison s'il y en avait le choix, et j'en suis un. Alors, les interventions sont invitées à changer et quand on pense à... C'est à ce moment que je suis tombé sur le sujet de la technologie positive qui est en fait l'étude scientifique des interventions en psychologie positive mais appliquées au monde numérique. En agissant en utilisant la technologie pour les interventions en psychologie positive, l'avantage, comme je disais, c'est que ça rejoint maintenant un inventaire très large de personnes. Un inventaire très large de personnes, on peut aller chercher pas mal tout le monde dans l'organisation. Il suffit d'avoir accès à une connexion Internet, un téléphone mobile, puis d'être relativement à l'aise avec la technologie pour pouvoir bénéficier des potentiels bienfaits des interventions par les forces. Aussi, ça permet d'avoir un feedback, une rétroaction en temps réel. Plus besoin d'attendre qu'un formateur ou qu'un spécialiste de la psychologie interprète des résultats à un questionnaire et offre un feedback. L'utilisateur peut avoir cette rétroaction-là en temps direct. Également, certaines populations, on l'a vu, ont des besoins spécifiques avec la technologie, mais on peut adapter ça. Alors,
j'ai testé l'année dernière une intervention dont les résultats ont été publiés, puis je vais pouvoir vous partager. Et également, j'ai une étude qui roule présentement sur une autre intervention mobile qui va me faire plaisir de vous présenter des résultats préliminaires et ensuite de peut-être aller chercher un peu de votre expertise pour savoir comment je peux bien mener cette étude-là qui va débuter vraiment sous peu. La première intervention qui a été menée, qui est l'application Listen Léon, qui est une application française qui a été développée dans le sud de la France, dans la magnifique ville d'Aix-en-Provence, qui est une application qui mise sur la rétroaction orientée vers les forces de manière anonyme. Et c'est ça qui est bien avec l'application, c'est qu'elle repose vraiment sur une volonté bienveillante, je dirais, de partager une force à quelqu'un. Donc ici, on est vraiment dans un anti-réseau social. Il n'y a pas de like, il n'y a personne qui peut vraiment savoir qui a envoyé quoi à qui. Il n'y a plus de statut non plus, parce qu'un gestionnaire peut envoyer une rétroaction avec son employé, un employé peut envoyer une rétroaction à un VP. Tout le monde est au même niveau dans la plateforme. Donc, comment que ça fonctionne? La plateforme contient l'inventaire des 24 forces de caractère de Martin Seligman et Peterson qui, en fait, là, sont intégrées dans la plateforme et les utilisateurs vont rejoindre leur équipe virtuelle. Donc, dans une équipe de travail, chaque équipe a leur propre environnement virtuel à eux. Ils le rejoignent. C'est un peu l'équivalent d'un groupe Facebook, si vous voulez, mais dans l'application. Une fois qu'ils sont connectés dans l'application, ils vont avoir la chance d'envoyer un feedback, une rétroaction à n'importe qui fait partie de leur équipe virtuelle et qui se sont connectés. Donc, un exemple de message, c'est d'écrire un message qualitatif. Donc, bravo pour ta présentation, j'ai adoré ton élocution et ta confiance, ton intelligence sociale. Et pour que le message soit envoyé, l'application demande d'identifier 1 à 3 forces signatures que la personne qui envoie le message a observé chez la personne qui veut recevoir le message. Puis, au fur et à mesure qu'on utilise l'application, eh bien, les utilisateurs vont obtenir une évaluation en temps réel de leur propre force signature à eux, donc basée là, sur l'inventaire de Seligman, qui est habituellement un questionnaire qui est auto-rapporté. Puis, quand on a fait l'étude, en fait, j'ai mené après l'étude des groupes de discussion, puis les gens nous disaient qu'ils avaient déjà fait l'inventaire des forces, certaines personnes, et que, de un, la rétroaction qu'ils obtenaient de leurs collègues était un peu collée, ressemblait drôlement aux forces signatures qu'eux-mêmes avaient évaluées, et encore plus, valorisait davantage l'opinion de leur pairs que leurs propres données auto-rapportées. Ça, c'est vraiment, c'est pas des résultats qui sont publiés, c'est des choses que j'ai entendues, alors on peut se garder un esprit critique là-dessus. L'étude qu'on a faite, en fait, c'est une étude là, on a recruté les participants là, via des plateformes de réseau social. On a eu 198 personnes qui ont rejoint l'intervention. Donc, j'ai fait une formation en ligne sur l'approche par les forces et sur l'application Listen Léon. J'ai permis aux personnes d'utiliser l'application pendant 4 semaines et avant de les laisser utiliser la plateforme, je leur ai demandé de remplir un court questionnaire en ligne. Ils avaient 4 semaines pour utiliser la version premium de l'application. Puis, après 4 semaines, j'ai rencontré les personnes. Je leur ai demandé de remplir un deuxième questionnaire, qui est en fait le même questionnaire, et je leur ai demandé, avez-vous utilisé la plateforme, oui ou non? S'ils l'avaient utilisé, ils étaient assignés dans le groupe expérimental. S'ils ne l'avaient pas utilisé, dans le groupe contrôle. Au final, on avait 112 personnes qui l'ont utilisé, 52 qui ne l'ont pas utilisé, mais qu'ils ont rempli le questionnaire. Ici, vous avez les variables qu'on a mesurées, basées sur la théorie de l'autodétermination, la satisfaction des besoins, la motivation autonome, la motivation contrôlée, le bien-être et l'utilisation des forces, parce que j'étais curieux de savoir si, en utilisant une plateforme comme celle-ci, les participants allaient rapporter qu'en effet, oui, ils avaient la perception d'utiliser leurs forces. Les résultats qu'on peut observer avec des ANOVA à mesure répétée ici, on voit que pour les variables plus positives, donc bien-être psychologique, motivation autonome, satisfaction des besoins, il semble y avoir un effet d'interaction entre les deux conditions expérimentales de notre étude, dont le temps de mesure puis l'assignation à un groupe ou un autre. Surprenant, c'est assez en cohérence avec les études là, qui sont menées sur les forces ou la théorie de l'autodétermination. L'intervention ne semble pas avoir eu d'effet
sur la frustration des besoins et la motivation contrôlée. Ce qui prend tout son sens quand on sent des frustrations, quand ça ne va pas tellement bien, peut-être qu'on est moins dans une posture pour être invité par ce genre d'intervention-là, puis peut-être que c'est d'autres interventions qui seraient nécessaires que des interventions qui visent plus le positif. Bon, ici, c'est mon côté un petit peu plus nerd. Vous savez, j'apprécie beaucoup la théorie de l'autodétermination. Je voulais savoir si, avec les résultats que j'avais obtenus, qui étaient assez limités, il était quand même possible de voir un effet directionnel comme il est proposé par la théorie de l'autodétermination. Puis, en fait, avec un panel cross-lag, traduction libre, vous m'excuserez, j'ai observé que les variations des participants au niveau de leur motivation autonome du groupe expérimental semblent jouer un rôle indirect pour expliquer la relation entre la variation des niveaux de satisfaction des besoins psychologiques et le bien-être psychologique au temps 2, en contrôlant pour le bien-être psychologique au temps 1, ce qui semble dire que les augmentations qui semblent avoir été vécues par le groupe expérimental au temps 2 peuvent être expliquées par la satisfaction des besoins et de la motivation autonome. Donc voilà pour la première étude. La deuxième étude qui est présentement en cours, les gens du Québec, est-ce que vous connaissez, et de la France, est-ce que vous connaissez la plateforme Totem? Oui, parfait. Oui, parfait. Donc le Totem qui est à la base un jeu de cartes qui est une activité de consolidation d'équipe. Donc, à la base, c'est un jeu de cartes. Si vous avez fait les scouts, peut-être que ça va vous évoquer quelque chose. Donc, le but du jeu, c'est d'offrir une rétroaction orientée vers les forces entre des membres d'une équipe. Moi, je l'utilise dans le contexte du travail, mais ça peut très bien s'appliquer dans un contexte plus de l'éducation, par exemple. Puis, tour par tour, les participants sont invités à s'octroyer une carte animale qui représente une force et une carte qualité qui représente bien sûr une qualité, et ces forces-là qui sont véhiculées par le jeu Totem reposent sur l'inventaire des forces de Martin Seligman et Peterson, donc un support théorique fondé sur la psychologie positive. Puis récemment, avec la pandémie, ils ont mis sur pied une plateforme en ligne autonome pour offrir l'activité Totem aux gens qui veulent l'utiliser. Donc, ils ont mis sur pied la compagnie Totem qui vient du Québec, qui a été développée dans le nord, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui reprend en fait une formation en ligne qui intègre l'activité en soi. Donc, premièrement, vous avez un mot de bienvenue. Vous avez ensuite une courte formation sur la théorie de l'autodétermination, donc expliquer un peu ce que je vous ai expliqué, les bases de la satisfaction des besoins et de la motivation aussi, les différents types de la qualité, les différents niveaux de qualité de la motivation. Il y a les rondes pour pouvoir assigner les cartes. Donc, premièrement, chaque participant, dans une équipe de 5 par exemple, chaque participant va recevoir des cartes, puis les participants doivent assigner à chaque personne faisant partie de l'équipe virtuelle une carte animale et une carte qualité à chacun des participants. Puis, après les tours des rondes des cartes, c'est le dévoilement des totems. Puis, les personnes qui choisissent des cartes associées, parce que, par exemple, vous recevez, si vous êtes dans une équipe de 5, vous allez recevoir 4 cartes de vos collègues et vous devez en choisir une qui désigne votre animal et une qui désigne votre qualité. Lorsque vous dévoilez votre totem, les cartes que vous avez choisies, qui vous ont été assignées par des collègues, eh bien, la personne qui vous l'a donné doit expliquer pourquoi elle vous a donné cette carte-là, et c'est là, en fait, que l'échange se fait autour des forces. Une partie totem se joue entre 5 et 9 personnes. Il faut calculer environ 15 minutes par tête pour déterminer la durée de l'activité. Donc, si vous êtes 4, 1 heure. Si vous êtes 8, 2 heures. Oui, je me suis pratiqué avant. Donc, l'intervention préliminaire que je veux vous partager les résultats aujourd'hui, c'est une intervention qu'on a faite en intégrant directement des questionnaires dans la plateforme Totem. Il y a un questionnaire juste avant que les participants fassent l'activité, immédiatement après. Et 3 semaines plus tard, il y avait un questionnaire de suivi qui était envoyé aux participants. Au total, on a eu
près de 84 personnes au temps 1. Bon, vous voyez les temps de mesure. Le problème qu'on a vécu, malheureusement, et c'est quelque chose qui arrive souvent en recherche, c'est qu'on n'a pas été capable d'apparier les résultats entre les différents temps de mesure. C'est dommage. J'aurais aimé ça vous présenter des résultats plus intéressants. Mais quand même, il y a quelque chose de préliminaire ici. Puis, en ce moment, on lance justement une deuxième étude pour pouvoir pallier ces problèmes méthodologiques-là qu'on a rencontrés. Alors, vu que j'avais quand même des gens qui ont répondu aux 3 temps de mesure, mais que je n'étais pas capable de prouver statistiquement que c'était les mêmes personnes qui avaient répondu à chaque temps de mesure, j'ai traité ces données-là comme des groupes indépendants. J'ai fait une ANOVA à un facteur et j'ai remarqué des effets significatifs sur l'utilisation des forces, la satisfaction globale des besoins psychologiques, le besoin de compétences et le besoin d'affiliation sociale. Ce qui, théoriquement, prend tout son sens. L'effet le plus fort qui était marqué, c'était au niveau de l'utilisation des forces. Donc, on voit qu'entre les 3 temps de mesure, les gens rapportent une augmentation de l'utilisation de leurs forces qui est plus marquée et qui semble augmenter entre le temps 2 et le temps 3, donc après 3 semaines d'utilisation. La satisfaction des besoins psychologiques également. Le besoin de compétences aussi, donc c'est assez logique. Si on reçoit de la rétroaction sur nos forces, on se sent un petit peu plus compétent dans notre travail. Ça vient satisfaire ce besoin-là. Et au final, au niveau de l'affiliation sociale. Donc, je termine là-dessus. Donc, en gros, ma conclusion, puis mon objectif pour la prochaine année et l'année prochaine aussi, c'est de continuer l'exploration scientifique de ces plateformes-là. Vous savez, pour lancer une application mobile, les entreprises n'ont pas besoin d'avoir un PhD en psychologie positive. N'importe qui peut lancer une application mobile. Il y en a des tonnes qui sortent. Vous allez sur l'App Store, vous envoyez tout plein dans les applications qui sont les plus téléchargées, des applications qui visent le bien-être, la promotion de la santé, qui touchent à des construits qui ressemblent à des construits qui sont que la psychologie positive en fait la promotion. Eh bien, je crois que c'est notre devoir, notre rôle en tant que chercheur de pouvoir explorer scientifiquement ces plateformes pour, au final, assurer aux entreprises un choix plus éclairé dans la sélection des interventions qu'elles vont mettre de l'avant parce que ces interventions-là sont en demande de plus en plus et justement, au final, d'aider les employés là, à recevoir des interventions qui sont véritablement bénéfiques pour eux. Alors voilà. Merci beaucoup.